Vous êtes en compagnie de Marcus Matt et Hervé Letellier pour cette nouvelle édition du festival de Villeneuve-les-Avignon, le festival Polar, sur le thème de secret et manipulation. Donc du coup, je comprends tout à fait pourquoi Marcus Matt est l'auteur invité et pourquoi Hervé Letellier est là aussi, parce que secret et manipulation, ça vous dit un petit peu quelque chose. En deux mots, Hervé Letellier, depuis l'Anomalie qui a eu le prix Goncourt en 2020, vous n'avez cessé d'aller de pays en pays, de rencontre en rencontre, juste après la pandémie évidemment. Encore que je me souviens de vous avoir interviewé, vous étiez vous très très loin et moi derrière mon écran, et j'avais l'impression que le temps n'existait plus, ce qui va très bien avec les secrets et les manipulations et avec l'Anomalie. Juste pour le plaisir de citer un ou deux livres comme ça et montrer que les formes littéraires vous intéressent, quelles qu'elles soient, la poésie, les formes courtes, le roman, le théâtre, l'opéra, la presse. Vous avez commencé d'ailleurs parce que les sonates de Bach, c'était vos débuts, si je me souviens bien. Et puis, je compte jusqu'à 100 et plus si affinité. Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable. La Chapelle Sextine, enfin des livres dont on pourrait reparler peut-être un petit peu parce que effectivement c'est à la fois l'humour d'Hervé Letellier et son goût pour jouer avec les formes et avec les codes. Et puis Marcus Matt, je pense que c'est difficile de vous le présenter parce qu'il est incontournable depuis 2 jours. On le rencontre à tous les coins de rue de Villeneuve comme l'auteur invité cette année. Et juste dire que, eh bien, il a commencé à écrire en 1996 avec le Bois d'Horace et qu'on est aujourd'hui nettement après, quelques années après, avec des livres qui aussi jouent avec des formes littéraires et nous en parlerons dans quelques instants. Mais la première question que j'ai à vous poser, c'est eh bien peut-être reprendre une conversation qu'on a eue, Marcus Matt, où vous disiez moi, je parle de la première phrase, et après, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc ça, c'est... Alors, est-ce que c'est une immense coquetterie d'auteur? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que ça vous dit quelque chose à vous, Hervé Letellier, cette idée-là? Peut-être partir de ça. La littérature, le roman, la fiction, pour vous, c'est d'abord une première phrase? Pour moi, oui. Pour moi, ça se passe comme ça, effectivement. Alors, ça me fait bizarre parce qu'hier tu m'as... Il y avait les mêmes problèmes de micro. Ouais, il y avait les mêmes problèmes. Tu me tutoyais, aujourd'hui tu me vois, moi tu sais, il m'en faut peu pour... Ah ben c'est parce qu'en fait, il y a une captation officielle, il y a beaucoup de monde. Quand il y a beaucoup de monde, je vous vois tout. D'accord. Ok. Donc, Madame Ferragno. Oui, donc effectivement, moi je fais partie de ces auteurs qui ne préparent pas, qui ne partent pas sur un thème, qui ne partent pas sur une idée, ni même sur un personnage, ou ce genre de choses, mais qui se lancent comme ça sans savoir vraiment ce qu'ils vont raconter. Enfin, en ce qui me concerne, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter. Et c'est vrai que j'ai besoin de... Enfin, ma démarche est une démarche sur la forme avant d'être sur le fond. Et plus que la forme, pour être plus précis, c'est une approche musicale, on va dire, pour aller vite. Donc je cherche une forme d'harmonie, de mélodie. C'est comme si je prenais une guitare et que je gratouille comme ça, en cherchant un... Tu vois, tu fais nanana, nanana, et après tu mets les paroles sur le nanana, nanana, et tu mets des accords derrière. Mais tant que j'ai pas trouvé le nanana, je peux pas continuer le reste, quoi. Donc j'essaie de trouver tout bêtement cette première phrase qui va entraîner une deuxième phrase, une troisième, etc. Et puis petit à petit, quelque chose apparaît, quoi. Un lieu, un personnage, une scène, etc. Et puis voilà, je découvre, je me dis tiens, intéressant, j'essaie de savoir ce qui se passe, de savoir qui est et quoi est là devant moi. Et puis au fur et à mesure, voilà, je creuse les pistes comme ça, et plus le roman avance, plus la vue devient générale, on va dire, sur ce que la perspective s'agrandit, et je commence après à travailler sur la construction, sur la structure, etc. Mais toujours quand même, malgré tout, avec ce souci premier du son. Voilà, c'est un truc que je répète souvent, j'écris à l'oreille d'abord, donc il faut que ça sonne, il faut que
même si j'ai une idée qui me semble géniale, si j'arrive pas à la faire sonner, ça m'intéresse moins. Voilà. En gros, ça se passe comme ça. Alors, Hervé Letellier, président de l'Oulipo, c'est-à-dire le lieu où la contrainte est reine, où l'esprit mathématique est important, l'idée de partir comme ça, sans parachute, avec une première phrase uniquement en tête, ça doit vous paraître une hérésie, non? Non, enfin, d'abord parce qu'à l'Oulipo, les Oulipiens n'écrivent pas que des livres oulipiens, donc il n'y a pas d'obligation à s'imposer quelque chose systématiquement lorsqu'on écrit. J'ai un texte qui s'appelle « Toutes les familles heureuses ». Je sais que j'ai commencé par écrire la première phrase, qui était « Il y aurait du scandale de ne pas avoir aimé ses parents ». Et qu'après, ça a coulé assez naturellement, et que si je n'avais pas eu cette première phrase, j'aurais peut-être eu plus de mal à écrire le livre. Donc je comprends assez bien cette démarche. Il y a des livres que j'ai pu écrire qui n'auraient pas été par contre possibles si je n'avais pas eu une structure, un plan, l'anomalie qui est très 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 construit. Je ne le dis pas trop parce que c'est décourageant. Je perds des lecteurs chaque fois que je dis ça. Maintenant, je dis. Enfin, maintenant tout le monde l'a lu, donc on peut rentrer dans les détails. J'ai quand même écrit depuis presque 30 ans, donc je sais très bien que quand on dit à un journaliste que c'est un livre olympien, ça lui fait hyper peur. Donc je sens que le critique se raidit, il a peur de ne pas avoir une contrainte, comme le critique n'avait pas vu que dans la disparition de Pérec, il n'y avait pas de E, et qu'il s'en est toujours pas remis. En général, on ne dit pas qu'il y a une très forte contrainte derrière les livres. Ça peut arriver aussi que, effectivement, alors, le fond et la forme, pour moi, ça se mélange. C'est-à-dire que quand je trouve une chose à raconter, il m'arrive souvent de chercher la forme dans laquelle je vais le faire. Mais c'est parce que je travaille dans plein de modes, pas uniquement le roman, y compris dans la poésie, par exemple. Ça peut m'intéresser de trouver une forme qui va s'adapter à un type de travail. Dans la pièce de théâtre aussi, c'est pareil. Donc je comprends très bien l'idée qu'on puisse commencer musicalement avec effectivement une première phrase et ensuite que tout débouche sur une question plus vaste, comme si on posait des... Alors c'est le contrat des fondations, parce qu'en fait c'est presque partir de la flèche et puis redescendre vers le bas, et je trouve ça aussi intéressant que l'inverse. Donc il n'y a pas de règle. En littérature, heureusement qu'il n'y a pas trop de règles, ni de recettes. Mais le fond et la forme, Marcus, c'est la même chose. Finalement, vous vous ressemblez beaucoup plus que je ne pensais. Oui, alors effectivement, je travaille d'abord sur la forme, mais évidemment, le but, c'est d'arriver à mélanger et faire en sorte que le fond rejoigne la forme et que la forme serve le fond, bien sûr. Mais moi, je suis assez fasciné, effectivement, par notamment la méthode de travail des Oulipiens, et les gens qui préparent vraiment, qui se donnent des contraintes comme ça. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi vous vous infligez ça? Tu vois ce que je veux dire? Alors si, en même temps, ça peut être un moteur, justement, de se dire, tiens, ça peut être un point de départ, ça peut être quelque chose qui motive ou qui oui, le petit coup de pouce pour faire démarrer les trucs, mais sinon, alors moi, je suis pas, à la base, en plus, je n'ai pas du tout l'esprit mathématique, scientifique, etc. Donc c'est vrai que chaque fois, je lisais des trucs sur notamment effectivement sur Pérec et tout ça, toutes les contraintes qui s'imposaient et tout, je me dis, taré, ces mecs. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas une démarche, moi, qui me vient naturellement, loin de là. Je m'impose parfois quelques petites contraintes, on en parlait l'autre jour, mais c'est des contraintes, comment dirais-je, pas au sens mathématique, justement, au sens scientifique, c'est des contraintes pour aller de l'avant. Je te parlais notamment de la contrainte, par exemple, dans un roman, de jamais revenir en arrière en ce qui concerne les événements, les faits, etc. Voilà, il se passe quelque chose, je refuse d'effacer ce qui s'est passé pour me dire non, ça ne m'arrange pas, je vais faire autrement, etc. Une fois que c'est arrivé dans l'écriture, une fois que c'est écrit, ça reste. Et je dois me débrouiller avec. Bon, il y a cette
là, de ce type de contraintes-là, mais pas des contraintes vraiment purement scientifiques. Du coup, moi, je suis intrigué encore plus quand tu dis qu'il y a plein de trucs dans l'anomalie, par exemple, de contraintes. Non, mais ça, moi, j'aimerais bien que tu nous en parles. Même si tu n'as pas trop envie, bon, au moins quelques-unes, ça m'intéresserait. C'était une question, Hervé. Oui, non, bon, je veux bien parler d'anomalie, hein, ça ne me dérange pas. La première remarque, c'est quand on dit forme, on ne dit pas la même chose. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. Quand Marcus dit forme, il parle finalement d'éléments stylistiques parfois. Alors que moi, quand je dis forme, c'est presque comme on dit un fromage. C'est-à-dire, un fromage, ça veut dire former, hein, ça veut dire qu'on a fait couler quelque chose dans un moule. C'est ça le fromage. Donc, pour moi, les romans oulipiens, pas tous, hein, mais c'est d'abord des formes, c'est des choses dans lesquelles on a fait couler quelque chose. Donc, pour moi, dans l'anomalie, il y a plusieurs contraintes. Et pour en parler assez simplement, la première, c'était d'avoir différents styles. Et ces différents styles qui soient en même temps unifiés, c'est que je ne voulais pas proposer un livre expérimental au lecteur, je ne voulais pas lui imposer des sauts, quasiment quantiques entre deux styles qui seraient l'un un style complètement polar, mais quasiment à la Chandler, pour ensuite le ramener vers un livre plus d'introspection, pour ensuite le faire entrer dans un livre d'humour. Et donc ces différents chapitres qui sont chacun dans un style différent sont quand même unifiés. Mais il y a cette nécessité de faire du style, ce qui fait que lorsque j'ai travaillé sur les personnages, si on lisait chacun des personnages, indépendamment donc, de la structure du livre lui-même, puisqu'il y a 9 personnages importants, chacun des personnages, on verrait qu'il est associé à un style précis. Donc ça, c'est une première contrainte qui est d'ordre stylistique. La deuxième contrainte, c'est une contrainte de structure. Et là, contrairement à toi, par exemple, j'ai réorganisé le livre pour que la première partie commence par un polar et non pas par ce que j'avais posé au départ comme premier chapitre. Pourquoi ? Parce que d'abord il y avait une grande modularité dans ce livre, ce qui n'est pas forcément le cas dans tes livres à toi où il y a moins de modularité dans la séquentialité, c'est plus séquentiel, ça avance. Chez moi, on voit bien qu'au début tout le monde, chacun des personnages pourrait commencer le livre, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas aucune importance. Et donc je fais un choix qui est un choix de lecteur, qui n'est pas un choix d'auteur, mais un choix de lecteur. Je me dis qu'est-ce qui pour le lecteur va être le plus accrocheur et comment est-ce que je vais lui dire, parce que comme c'est très ambitieux de lui dire il y a 9 personnages et je ne veux pas perdre mon lecteur avec 9 personnages, il faut que je l'accroche au moins avec le premier, pour qu'il ait envie de le retrouver. Donc cette idée-là de la modularité, elle est très présente aussi il y a une théorie des commencements en littérature qui m'intéresse beaucoup, qui est comment on colore un livre avec le premier chapitre. Et puis après, il y a des petites choses qui sont des jeux qui sont que pour moi. C'est-à-dire, ça ne regarde absolument pas le lecteur ce que je fais avec le texte. Et donc, par exemple, les premiers chapitres commencent par des détournements, enfin beaucoup de chapitres en fait, pas les premiers seulement, commencent par des détournements de premiers paragraphes d'autres livres de ma bibliothèque que j'ai pris au hasard. Et alors parfois il y a Romain Gary, je n'ai pas toujours pris au hasard, parfois il y a Mickey Spillane, parfois il y a Gary, parfois il y a des auteurs qui sont bien et qui sont à l'opposé les uns des autres. Parfois il y a du Perec, parfois il y a du Roland Barthes, parfois il y a du Freud. Je prends des débuts de trucs et puis je me dis je vais complètement les décaler et ça me fait un début. C'est un peu comme un starting block quoi. Mais je les décale tellement qu'en fait c'est pas du tout un tremplin, c'est un frein. Ça me prend un temps fou en fait. Et je me dis mais pourquoi je m'impose ça aussi ? Et je me l'impose parce que ça me ralentit et j'aime bien être ralenti parce que j'ai une tendance à écrire vite et quand j'écris vite je peux tout reprendre. Autant écrire doucement et lentement. Et c'est les contraintes, parce que le dernier livre sur Philippe Jo, Ce qui restera de Philippe Jo, je ne me trompe pas de titre. Qui se souviendra de Philippe Jo? À chaque fois je me trompe, c'est affreux, quelle honte. C'est un métier. Pourtant j'ai mes notes juste sous les yeux.
c'est aussi une contrainte de départ. Finalement, on retrouve un petit peu ce que dit Hervé Le Tellier. Quand je l'entends parler, je me dis, mais en fait, j'écris des livres oulipiens aussi. Et tout oulipiens sans le savoir. Non, mais je pensais notamment, par exemple, à un autre bouquin, celui avant Philippe Thio, qui s'appelle R, où il y a aussi une douzaine ou une quinzaine de personnages comme ça qui sont dans leur bagnole et qui vont, à un moment donné, se croiser, etc. Et qui ont cette contrainte, effectivement, dont tu parlais au départ, du style. C'est-à-dire que chaque personnage, effectivement, a son style. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je ne me le suis pas du tout posé comme une contrainte, en fait. C'était un truc évident. Tu vois? Ouais. Mais du coup, je me rends compte que finalement, oui, c'est aussi une contrainte, effectivement. Et donc, oui, après, c'est vrai, en écoutant parler, je me dis, c'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, je m'impose aussi des petites choses comme ça, des petits clins d'œil qui ne regardent que moi, finalement, parce que je me fais des clins d'œil à moi-même. C'est ce qui est assez marrant, souvent. Enfin, ou à 2-3 personnes qui vont comprendre le truc, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, ça s'arrête là. Après, c'est pas aussi strict, enfin, en tout cas, de ce que j'imaginais que ce soit aussi strict dans la manière de procéder des romanciers oulipiens, quoi. Mais Hervé Le Tellier parlait des différents genres littéraires qui sont en fonction des personnages. Et il y a une chose aussi, pendant ce week-end et même avant, c'est de faire du roman noir sans le savoir, du polar sans le savoir. C'est un deuxième Monsieur Jourdain. Est-ce que le genre littéraire est ta contrainte? Est-ce que tu y réfléchis? Voilà, maintenant je l'ai tutoyé. Voilà, c'est malin. Est-ce que c'est une volonté, un respect de codes? Est-ce qu'il y a des codes? Il y a des codes, oui, il y a des codes, mais après, ce qui est souvent marrant, c'est justement de jouer avec ces codes-là, c'est de ne pas forcément les respecter tous à la lettre, etc. Alors c'est vrai que moi, quand j'écris un bouquin à la base, au départ, je ne me pose pas vraiment la question du genre, même pas du tout la question du genre, j'écris un truc que j'ai envie d'écrire, et puis à la fin, ou à un certain moment, je vois à quoi ça ressemble, tiens, ça ressemble à un polar, ou ça ressemble à je sais pas quoi. Ok, mais à l'intérieur même des polars, après, effectivement, suivant les chapitres, tu peux... Mais ce qui est bien, ce qui est intéressant souvent, c'est justement de mélanger les genres. C'est aussi pour ça, par exemple, que j'ai proposé à Corinne d'inviter Hervé Le Tellier, parce que c'est pas un auteur de polar, mais il y a aussi une partie de polar dans ce qu'il écrit, et puis que j'aime bien élargir l'horizon et mélanger les genres. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, je ne dis pas, tiens, sauf je crois qu'on en parlait un petit peu l'autre jour aussi, comme parfois en ce qui concerne les nouvelles. Moi, la plupart des nouvelles que j'ai écrites, c'était des commandes. Et donc, qui dit commande, dit souvent que tu as des contraintes, justement, des consignes, des contraintes. Alors, ça peut être des contraintes très strictes. Je me souviens des trucs complètement déments. Un tel festival te demande, je ne me rappelle plus exactement le truc, mais une nouvelle où tu dois utiliser le truc Jacob et de la fond dedans, quoi. Voilà, c'est... Bon, donc il faut te dire bon, comment je vais arriver à ce genre de choses. Donc, et c'est assez marrant à faire, c'est assez intéressant. Il y a souvent des contraintes de longueur, tout simplement. Dans la nouvelle, quand tu écris pour les journaux ou quoi, tu as un nombre de signes bien précis et tu ne les dépasses pas. Ou des contraintes de genre, pour le coup, quand tu écris, tu le sais, puisque tu as dirigé un petit peu les nouvelles des polars pour la SNCF, pour Le Monde, etc., des nouvelles noires, il faut que ce soit dans ce genre-là, quoi. Donc tu sais à l'avance que tu vas aller là-dedans. Mais sinon, quand tu es totalement libre, enfin comme moi, quand je suis totalement libre d'écrire un roman que je veux, je ne pense pas à la question du genre, pas au départ. Alors du coup, moi j'ai deux questions en tête, Hervé. C'est effectivement le terme polar qui entre complètement dans l'anomalie avec un hommage à Mickey Spillane ou peut-être à d'autres auteurs. C'est
c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis, la deuxième question, ce sera la contrainte que vous aimez beaucoup et la commande. C'est une espèce de double chance. Tu me vois, moi. Ça va finir... on va se tutoyer, là, c'est vrai. Oui, c'est mieux. Non, là, ça m'amuse parce que mon premier livre olympien, entre guillemets, c'est un livre qui s'appelle Sonate de Bach. Sonate de Bach, je l'ai écrit dans les années 90. Pardon, je l'ai écrit dans les années 80, ça a été publié en 90, mais c'était des nouvelles que je publiais dans un journal qui s'appelait L'événement du jeudi. Ça ne nous rajeunit pas. Un journal qui paraissait le jeudi, une sombre musique, et où j'avais une petite place pour moi. Donc, une distance, 2000 signes. Et j'ai commencé donc, à écrire des textes là, et je me souviens que le metteur en page, parce que j'étais tout le temps en retard, il fallait que je rentre plus tard le mardi à midi, m'avait dit tu me rends ton texte quand tu veux, mais le mardi au plus tard à midi, et ça faut que ça fasse 2000 signes. Et je m'étais amusé à faire 2000 signes. Pas 1999, pas 2001, 2000 signes. C'était l'époque où on avait des traitements de texte qui commençaient à pouvoir compter les signes. J'aurais jamais fait ça, évidemment, si j'avais tapé à la machine. Mais comme j'avais un ordinateur, je tapais donc sur mon petit Macintosh et je comptais les signes. Donc c'est vraiment une contrainte. Et c'est là que j'ai commencé à trouver du plaisir à écrire qu'elle portait une robe rose et pas une robe rouge parce que j'avais un signe en trop. Et ça m'amusait, c'était une vraie jouissance de transformer le texte pour que ça fonctionne. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'étais resté le gamin que j'étais quand j'avais 15 ans et que ce genre de choses, bon, ça me faisait vraiment marrer. Et c'est vrai qu'on a tous les deux écrit un poulpe, là aussi on avait un cahier des charges. Il fallait absolument pas qu'on abîme Gabriel le couvreur, il fallait qu'on le passe à son suivant sans qu'il se soit fait un tatouage, sans qu'il ait perdu un doigt ou qu'il se soit fait casser le nez. Donc il fallait vraiment qu'il reste identique. Sa petite copine, Cheryl, elle ne devait pas non plus, il ne devait pas les quitter. Il fallait qu'il les garde tout le temps. Il y avait toute une série. Il y avait la bière aussi. Il y avait la bière. Il y avait plein de contraintes comme ça dans les poules qui étaient vraiment des contraintes. Donc finalement, tu es un auteur olympien sans le savoir. Voilà. Sinon, oui, l'intérêt de la... Et JB qui est aussi, c'est vrai, un amateur de l'Oulipo et qui était membre à un moment donné de l'Oulipopo, l'ouvrage de littérature policière potentielle. Voilà. Mais ce qui moi m'intéresse dans la contrainte, mais vraiment celle qu'on s'applique et où on se demande pourquoi on se l'applique, c'est parce que parfois elle nous emmène ailleurs. C'est-à-dire que la contrainte nous contraint à écrire des choses qu'on n'aurait pas pensé à écrire si on n'avait pas la contrainte. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire que d'un seul coup, dans un roman, j'ai deux personnages qui doivent être ensemble, qui n'ont aucun moyen de se croiser, mais la contrainte impose qu'elles se croisent. Je pense à deux femmes qui doivent se croiser. Et je trouve une solution pour qu'elles se croisent. Et une fois que j'ai écrit ce chapitre, je me dis, mais putain, c'est exactement ça le roman, c'est de ça que ça parle. Et si j'avais pas eu la contrainte, ces deux femmes ne se seraient pas croisées, et j'aurais jamais écrit cette scène, ce chapitre-là. Et là, je me dis que la contrainte amène quelque chose de très inattendu pour l'auteur, et que cette surprise, c'est quelque chose qu'on cherche en écrivant. En permanence, on cherche à se surprendre. Et la contrainte nous permet d'être dans cette surprise en permanence. Et je reconnais que c'est une démarche. La démarche n'est pas bizarre, mais l'effet est surprenant, quoi. Et c'est ce qu'on cherche, en fait. On est content d'arriver à se surprendre soi-même. Et c'est aussi pour ça qu'on accepte des commandes. Parce que dans la commande, il y a quelque chose qui nous... un carcan, quoi. Et on est content de ce carcan. Mais justement, parlons-en du poulpe. Là, c'était totalement contraire à tes choix habituels. Oui, mais effectivement, j'avais envie de relever le défi, d'une certaine manière, de me frotter à ce genre de truc. J'avais jamais écrit avec des contraintes aussi strictes, et je me suis dit, bon, est-ce que je suis capable de faire ce genre de choses? Alors, pour le coup, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, pour le poulpe, mais la plupart du temps, JB et Jean-Bernard Puy et Rénal et tout ça, demandaient aux gens, je ne sais pas si te l'ont demandé d'écrire un poulpe. Moi, je dois être le seul auteur à qui on ne l'a pas demandé, en fait. Et
et je me suis dit, ben, tant mieux, d'une certaine manière. Je me dis, bon, je vais l'écrire dans mon coin. Si j'y arrive pas, personne ne le saura. Et puis, si j'y arrive, ben, je le proposerai à Jean Bernard, et puis il verra bien s'il veut le prendre ou pas, quoi. Mais donc, j'avais un peu cette envie d'essayer, justement, la contrainte, mais en même temps, en me disant, bon, je suis pas sûr d'y arriver, donc on va voir, quoi. Oui, je suis un peu lâche, tu sais. Et si je me souviens bien, le Poulpe, il fallait l'écrire en un temps donné aussi. Est-ce que, du coup, en le faisant en cachette, tu as respecté le temps donné qui était de 2 mois, je crois, enfin, un temps court? Non, je n'ai pas du tout respecté. En fait, tu ne le diras pas. Dans la contrainte, tu trouves des espèces de liberté. C'est ça. On fait ce qu'on peut. Tu sais. Non, mais par contre, c'est intéressant ce qu'il disait à propos de la surprise et de se surprendre, parce que ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent aussi, que forcément, quand tu démarres justement sans savoir où tu vas, tu es surpris par ce qui arrive, puisque tu ne sais pas ce qui va arriver. Et donc, c'est d'une certaine manière, par des démarches un peu différentes, on arrive finalement à la même envie, quoi. C'est-à-dire, il a envie d'être surpris par les contraintes qui s'imposent. Moi, j'ai envie d'être surpris parce que j'ai pas de contraintes. Mais l'envie, finalement, la manière presque de fonctionner se ressemble pas mal, quoi, de certaine façon. Alors, je reviendrai plus tard sur la question du polar, mais il y a la contrainte, il y a la commande, mais il y a aussi quelque chose qui doit être un peu bizarre dans votre travail, c'est la documentation. Parce que ce soit pour, enfin, pratiquement pour tous tes livres, Le Garçon, il y avait l'idée de la traversée du siècle. R, c'était l'idée aussi que ça se passait enfin, sur l'autoroute, les gens dans les voitures, et certaines voitures et pas d'autres. Filippo, c'est des choses scientifiques dont j'avais jamais entendu parler auparavant. Même chose pour l'anomalie, où il y a des contraintes aussi techniques, de connaissances. La documentation, est-ce que ça va avec le reste? Est-ce que c'est pire que tout? Est-ce que c'est une... Enfin, moi, si tu veux, la documentation, moi, c'est venu vraiment avec Internet. Au début, quand j'écrivais mes premiers romans, il n'y avait pas Internet, ce genre de choses, donc je ne suis pas du tout un rat de bibliothèque à aller fouiner dans les bibliothèques, machin, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais fait ça, j'ai pas la patience, j'ai pas le temps de faire ça. Donc d'une certaine manière, je m'arrangeais pour écrire des histoires qui ne me demandaient pas une énorme documentation. Tu vois, j'abordais pas les sujets où j'étais complètement perdu, ou alors j'avais des bouquins pas trop loin de chez moi où je pouvais me procurer, voilà. Mais à partir du moment où il y a eu Internet et où il y a eu donc un accès au monde entier, à beaucoup de choses, j'ai commencé à aborder d'autres types d'histoires où effectivement je pouvais me lancer dans des trucs, dans des sujets que je ne connaissais pas du tout. Effectivement, en Filippo, il est question d'énergie libre, de ce genre de choses. Je ne comprends absolument rien. Mais voilà, je peux me renseigner, en tout cas essayer de me renseigner à partir de chez moi là-dessus. Et je fais cette démarche évidemment parce que ça m'intéresse aussi. Et la documentation, pour moi, elle se passe en même temps que l'écriture, puisque je ne sais pas où je vais. Donc j'arrive sur un sujet que j'aborde, tiens, je me dis, ok, le mec il fait une machine énergie libre, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis je vais voir, et puis en fait j'apprends des choses moi-même, je suis souvent surpris encore une fois parce que j'apprends, parce que je découvre, et je me dis, il y a plein de choses, et ça nourrit la fiction elle-même. Je me dis, tiens, ça j'aimerais bien en parler quand même, c'est vachement intéressant, etc. Et j'essaie de trouver un moyen de caser ça dans l'histoire, et donc ça, les deux vont de pair, la fiction et la documentation que j'amène, pour faire avancer l'histoire. Mais c'est des choses que je n'aurais pas faites avant quand il n'y avait pas Internet et tous ces moyens-là. Je vais poser la même question à Hervé, mais quand même, vous êtes des romanciers. La fiction, elle vous donne toutes les libertés. Après tout, si vous inventez une autre énergie libre que celle qui existe dans la documentation, tout le monde s'en fout. Moi, je vais reprendre l'exemple de mes 9 personnages. J'ai très peu de place pour les exposer, mes personnages. Très peu. Il faut qu'en 10 pages, les gens croient que mes personnages existent.
Donc il se passe ce premier phénomène qui est qu'effectivement, en cherchant de la documentation, j'obtiens de la fiction, c'est-à-dire que je vois des éléments dont je vois ce que je peux tirer au niveau fictionnel, et ça peut me raconter des choses. Et puis la deuxième chose, c'est que ça amène du réel, c'est-à-dire que mon personnage qui est un tueur à gages, mon personnage qui est un architecte, la fille qui est malade et qui a une maladie orpheline, etc. etc. À chaque fois que je suis extrêmement précis, je crée chez mon lecteur, enfin en tout cas je l'espère, une absence de doute total sur le fait que les personnages existent vraiment. Et si je dis que mon architecte, il est spécialiste du béton qu'on fait couler dans du sol au saumâtre, et que je donne les références du béton, tout le monde s'en fout. Mais en même temps, je suis content d'avoir les vraies références du vrai béton. Parce que si je ne les ai pas, je me dis que je raconte n'importe quoi, et que je l'appelle HS 253, alors qu'en fait, il a un autre nom, et que je l'ai, cet autre nom, je l'ai trouvé. Et que c'est parce que je l'ai trouvé que j'ai envie de raconter ça. Et que d'un seul coup, le personnage est complètement crédibilisé, et plus personne ne va douter après que ce type est un architecte. Et toute une série d'éléments comme ça, qui moi m'intéressent, et qui font que ça devient d'un seul coup un livre dans lequel je crois moi-même à mes propres personnages. J'y crois vraiment. Et je découvre parfois des mots que je ne connais pas. Je mets un bolus de morphine. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un bolus avant d'utiliser le mot bolus de morphine. Mais je me fous que le lecteur ne sache pas ce que c'est parce qu'il devine ce que c'est. Il voit bien que ça veut dire que c'est une dose qui correspond au poids. Enfin, ça veut dire ça. Et donc, au moment où je l'utilise, j'amène dans le personnage de la crédibilité, j'amène dans le récit, dans le narratif de la diversité. Et c'est à ça que pour moi sert la documentation. Et je suis très très content de savoir comment fonctionne un blog, comment est-ce qu'on peut en imprimer un en 3D, même si je me suis douté à un moment donné que si je faisais trop de recherches sur le web, sur comment fabriquer une arme, je pouvais avoir des petits problèmes. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter sur le dark web. Parce que c'est pas très bien manipuler le dark web. Mais voilà, la documentation, pour moi, ça sert à ça. Les deux choses principales, c'est créer de la fiction et créer de la crédibilité. Il y a donc cette histoire du genre littéraire. On est dans un festival polar, vous y êtes tous les deux invités, donc il y a une légitimité à votre invitation. Le polar, pour vous, Hervé, c'est un des genres qui vous amuse, que vous vous amusez à utiliser. C'est une contrainte supplémentaire, c'est quoi? D'abord, le polar, c'est une relation intime de lecteur. C'est-à-dire que j'ai adoré Goodies, j'ai adoré Chandler, j'ai adoré, pour prendre les Français, des copains comme Villard, Jean-François, comme Jonquet, qui était vraiment un grand ami. Voilà. Et donc j'ai aimé ces livres-là. Quand j'en ai écrit, je me mettais un peu dans leurs traces, c'est-à-dire que je regardais comment ils travaillaient, et puis finalement, les sonates de bar que je faisais, c'était des sortes de pastiches de Chandler, dans lesquelles je m'amusais à reprendre des topos du monde du polar, même si c'était des petites nouvelles qui se passaient dans un bar. Quand j'écrivais des phrases un peu machistes comme « il faisait froid comme dans le cœur d'une blonde », je me disais « oh, quand même, c'est vilain, ça. » Je le piquais quelque part. Voilà, donc j'aimais bien faire ça. Je trouvais que c'était un univers dans lequel j'étais un peu à l'aise. J'en ai écrit j'ai écrit un poulpe pour JB, et JB m'avait dit, bon, je te préviens, un poulpe, t'écris ça en 6 semaines, 8 semaines au maximum. C'est pas du tout mon rythme, donc je me suis mis à le faire parce que je trouvais ça extrêmement marrant, mais c'était pas du tout ma tasse de thé d'écrire à ce rythme-là. J'ai trouvé que c'était intéressant, voilà. J'ai fait un autre livre à ce rythme-là, mais pour d'autres raisons, complètement opposées. Donc je trouve que c'est une rythmique qui peut être vraiment féconde pour un auteur. Sinon, c'est d'abord une relation de lecteur, vraiment. Et quand je travaille à écrire des polars, j'en fais très 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 peu. Hein. Ou alors c'est des moments qui sont des moments de polar dans un livre. Je me mets plutôt dans des rails que je ne cherche ma propre voix, entre guillemets, VOX. Parce que c'est pas un univers dans lequel je travaille très très souvent. Mais c'est vraiment un type de travail qui, pour moi, peut occuper une place dans le roman et à des moments de phase
dans le roman lui-même. Il y a des moments où, dans un roman, qui n'est pas forcément un polar, il y a des moments qui ressemblent à du polar. Et j'adore ça. Mais on pourrait citer des auteurs qui ne sont pas du tout référencés polars et qui font des polars. Echnoz, Modiano, il y a des moments où ça ressemble un peu à du polar. Modiano, ce n'est pas le rythme d'un polar. C'est l'enquête. Mais il y a de l'enquête, il y a des choses qui ressemblent à ça. Alors, pareil, Marcus, faire du polar sans le savoir, c'est pas une bonne réponse. Il y a quand même. Est-ce que c'était au départ un goût de lecteur? Est-ce que c'est de temps en temps tout de même très conscient? Parce que au début, il y avait des personnages récurrents. Il y avait Mister, il y avait un chauffeur de taxi, il y avait une ambiance du soir. Là, c'était franchement un coup de chapeau au genre. Oui, bah, comme dit Hervé, je pense que ça part au début des lectures qu'on a. Oui, j'ai eu une époque, en tout cas dans ma vie, où j'ai beaucoup lu de polar, etc. Donc je baignais un petit peu là-dedans. Donc forcément, ça se retrouve quand tu te mets à écrire, cette influence, il y a des chances pour qu'on la retrouve. Donc et puis c'était des auteurs que, au-delà du genre, que d'un point de vue littéraire, j'admirais. Tu parlais de Goudis, de ces gens-là. Pour moi, c'est plus que des auteurs de polar. Enfin, c'est des vrais grands écrivains, quoi, tout simplement, des grands romanciers. Donc, ouais, j'avais envie je baignais un petit peu là-dedans, donc j'avais envie de m'essayer à écrire dans cette veine-là, et puis voilà, c'était quelque chose que j'aimais, oui, j'aimais en tant que lecteur, donc j'avais envie de m'y frotter en tant qu'auteur aussi. Et puis voilà, après, j'avais pas envie non plus d'être forcément, de me cantonner juste à ce genre-là, et à ne faire que ça toute ma vie, même si ça peut être envisageable aussi, pourquoi pas, c'est très bien. Mais moi, j'avais envie d'aller découvrir aussi d'autres horizons, d'autres types d'écriture, d'autres genres, etc. Donc je ne m'en suis pas privé non plus. Mais voilà, il y a toujours quelque part, enfin je lis toujours des polars, et il y a toujours quelque part l'envie aussi qui est là, sans doute d'en réécrire des choses. Le dernier n'est pas un polar à strictement parler, mais il y a quand même un petit côté enquête aussi, il y a quelque chose de ce genre-là qui est toujours présent. Et je pense que si j'écris d'autres livres dans l'avenir, il y aura encore ou en tout cas, par certains aspects, peut-être pas tous les aspects du polar, tous les codes, etc., mais par certains aspects, comme disait Hervé, dans des romans, il y a des passages où voilà, tu vas utiliser un style, peut-être un style plus, genre style comportementaliste ou behavioriste, ce genre de choses, et tu vas l'écrire un peu à la manière de l'écriture polardesque. Voilà, donc c'est là, mais il n'y a pas que ça. Bien sûr, et puis un livre comme Le Garçon, qui a eu le prix Femina, c'est donc un livre sur le temps, sur la durée, et là, tu en parlais au début, il y a une affaire de rythme qui n'a plus rien à voir avec les harmoniques, par exemple. Oui, tout à fait. Et puis il y a beaucoup de passages. Alors pour le coup, c'est pas du tout polar, on n'est pas du tout dans l'ambiance polar, etc. Mais par contre, il y a beaucoup de passages qui sont écrits, justement, je parlais du style comportementaliste, c'est-à-dire où tu t'attardes pas trop sur la psychologie, mais où tu montres, enfin, tu dois faire comprendre ce que pense le personnage au lecteur, tu dois lui faire comprendre par les actes et par les paroles. En l'occurrence, le personnage est muet, donc par les paroles c'est compliqué, mais par les actes au moins. Donc tu dois, voilà, c'est un certain type d'écriture qui, pour le coup, est tout à fait qui viennent de Hamet et de Chandler et de ces gens-là, qui écrivaient dans cette veine-là. Donc même dans des romans voilà, qui a priori n'ont rien à voir avec le genre, il y a quand même de ça dans l'écriture même, quoi, finalement. Et Hervé a raison quand il dit qu'il y a plein d'auteurs, moi j'en cite souvent parce que c'est vrai, il y a plein d'auteurs dans le blanc, oui, si on peut dire, qui font du noir. Un roi, je cite souvent Un roi sans divertissement de Giono, par exemple,
ou même on peut citer Dostoïevski, Crime et Châtiment, ce genre de choses. On les verra certainement jamais dans des collections polars, mais si tu creuses un peu, oui, tu as raison. Souvent d'ailleurs, tu parles des Schnoz, tout ça, mais les éditions de minuit en règle générale, souvent, même Tanguy Viel, voilà, Eric non, comment il s'appelle? Non, je pensais. Bailly, il n'y a pas un même. Jean-Christophe Bailly, voilà, c'est pas Eric. Oui, ils sont pas loin, quoi. Donc, le polar est partout. Le polar est partout. C'est ça. C'est la manipulation, c'est la pieuvre. Ouais, mais c'est pour ça que ce thème de manipulation vous va très bien, messieurs, très bien. Hervé Letellier parlait enfin, c'est pas le mot, d'utiliser des auteurs pour les phagocyter, les transformer. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et qu'on retrouve assez souvent, d'aller prendre finalement dans votre bibliothèque, qui ne doit pas être petite, les autres, utiliser les autres. Oui, mais de toute façon, j'espère qu'on utilise tous les autres. Je veux dire, ils sont là pour ça. On écrit tous sur... D'abord, il y a deux choses. On écrit tous sur les épaules d'autres. Moi, je sais qu'il y a deux phénomènes qui se passent en moi. Le premier, c'est qu'il m'arrive souvent d'écrire des livres en sachant très bien que ce sont des hommages à Calvino, à Gary, pour prendre mes auteurs fétiches, à Borges, voilà. Et parfois, je défends complètement l'idée borgésienne pour en faire autre chose. Mais par exemple, le texte qui s'appelle Le Ménard de Borges, c'est devenu Moi et François Mitterrand. Ça ressemble, en fait, c'est le même principe. Donc, il y a des choses qui, moi, m'intéressent, c'est de parler à partir d'une colline et d'utiliser cette colline comme un plan incliné sur lequel je peux dérouler mon récit. Et la deuxième chose par rapport aux auteurs, c'est que ils nous habitent, on les a lus, on ne sait plus très bien ce qu'on en a fait dans notre tête, mais on sait qu'ils participent de notre panthéon. Et il y en a plein comme ça qui participent de mon panthéon, dont pour autant je ne m'inspire pas du tout. Je ne sais pas, Marcel Aimé, j'adore Marcel Aimé, je trouve ça extraordinaire comme auteur, mais jamais je vais faire un pastiche de Marcel Aimé ou de Proust, enfin si je pourrais le faire d'ailleurs, mais pas long, c'est-à-dire juste un tout petit hommage. Donc ouais, je trouve que c'est très intéressant d'avoir des auteurs dans sa tête. Je pense qu'on ne parle jamais de nulle part. On parle, les Olympiens encore moins que les autres peut-être, parce qu'on appartient à une sorte de communauté, même si on n'écrit jamais les mêmes livres les uns que les autres, mais on a quand même cette idée qu'on a des grands anciens, qu'on le veuille ou non, ce qu'on appelle QPC, ce qui nous fait un peu chier d'ailleurs. Mais QPC, c'est qui? C'est que Queneau, Pérec, Calvino. Et au bout d'un moment, ça finit par être lassant d'avoir QPC en permanence comme figure tutélaire. Donc voilà. Mais ils sont quand même là. Donc c'est important pour nous qu'ils existent. Et je pense que tout le monde a des figures tutélaires plus ou moins conscientes, quoi. Donc moi, je ne les renie pas. Je pense qu'elles servent et qu'elles sont là pour servir même. Il y a une phrase de Jean Paulhan que je cite souvent, parce que je pense qu'elle est juste, sinon je ne la citerai pas. Il n'y a pas de peur il n'y a pas de sentiment plus sourd en littérature que la peur d'être influencé. Et au début, je l'ai lu sans trop bien la comprendre, et plus je vieillis, plus je la comprends. Plus je trouve que c'est absurde, parce qu'en fait, quand un auteur a un écho en nous, quand on croit qu'on est inspiré par un auteur, en fait, c'est pas ça le réel. Ce qui se passe, c'est que cet auteur touche quelque chose qui est profond en nous, c'est pour ça que c'est nous. Donc il n'y a aucune honte à être inspiré par un auteur, puisque en fait, ce qui fait écho de l'auteur chez nous, c'est nous-mêmes. Donc finalement, c'est simplement une part de nous qui se trouve dans l'autre auteur. Ce n'est pas une part de l'autre auteur qui se trouve en nous. C'est cette idée du plagiat par anticipation des Olympiens, que je trouve aussi très forte, c'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose avant nous, mais c'est un plagiat par anticipation. Il y a quelque chose de ça, qui est que, en fait, c'est pas du Calvino qui est en moi, c'est un peu de moi qui est en Calvino. Et tant pis si je commence à écrire après ça. Alors, Marcus, moi, il me semble que quand vous écrivez, que quand tu écris, tu évites de lire
pour pas être justement troublée par quelqu'un d'autre. Mais peut-être que j'ai complètement imaginé ça. Qu'est-ce que tu dirais de ce qu'affirme Hervé Le Tellier? Alors je dirais d'abord que ça a complètement imaginé ça. Ça m'arrangerait sans doute. Non, je lis même pendant l'écriture. Alors ce que je fais par contre, c'est que j'essaie de lire des trucs qui ne sont pas trop éloignés non plus. Enfin, c'est un peu bizarre. Il ne faut pas que ce soit trop proche, mais trop éloigné de ce que j'écris. Quand j'écris un bouquin, j'ai 4-5 livres à portée de main qui me servent pour ce bouquin. C'est-à-dire qui me servent pas parce que je vais copier dedans, etc. Mais comme disait justement Hervé, parce qu'il y a quelque chose dans ces livres-là qui m'inspire et qui m'aide à écrire ce bouquin-là que je suis en train d'écrire. Voilà. Et donc je relis, avant même d'écrire, je relis des passages comme ça, et puis ça me motive, parce qu'en général, c'est des bouquins que j'aime et des auteurs que j'aime et que je trouve bons. Donc je me dis, bon, il faut que j'y aille, quoi. Et voilà, sinon après, non, je lis tout le temps, et c'est vrai qu'on est absolument influencé par des tas d'autres auteurs. La difficulté qui peut se présenter parfois, c'est, en ce qui me concerne, c'est être influencé sur une chose, après essayer de refaire la même chose qu'un auteur, c'est complètement idiot, et ça peut être un défaut qu'on peut éventuellement avoir, un auteur qu'on a tellement admiré qu'on voudrait écrire comme lui. D'abord, on n'écrira jamais comme lui, parce qu'il l'a fait en mots, il écrira toujours mieux ce qu'il écrit que lui. Et puis ça n'a pas d'intérêt, puisqu'il l'a déjà écrit. Mais c'est peut-être la seule crainte que je pourrais avoir, éventuellement, c'est de me dire, bon, j'aime tellement cet auteur, que je vais essayer d'écrire comme lui. Non, je ne vais pas essayer d'écrire comme lui, mais tout ce qu'il a écrit est quelque part en moi et me sert à exprimer ce que moi je veux exprimer. Le temps, pardon. Oui, excuse-moi. C'est juste pour poursuivre, parce qu'on a eu une expérience qui est justement de faire comme, qui était sur un Boris Vian et qui était sur un polar. Et c'était sur un... Donc, vous savez, Boris Vian a écrit des polars sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Et voici environ 4 ans, la Cohérie Vian a découvert refait surgir un début de roman de Boris Vian, dont il n'avait pas le titre, donc il avait écrit 4 chapitres. Il y avait le synopsis, qui était une sorte de développé un peu flou de ce qu'il voulait faire sur 2 pages. Et on nous a donné ça en disant, est-ce que vous voulez bien le finir? Et on a fait, donc, en tant que Oulipo, la suite d'un Boris Vian. C'était génial, parce que là, on était dans un contexte où il fallait faire pareil. On avait le début des 80 chapitres, on a pris la décision de ne rien toucher à ces 80 chapitres. On avait le droit, vous avez tout donné comme droit. Ils avaient dit, si vous voulez insérer des phrases dans le premier chapitre pour le besoin du développement, faites-le. Nous, on s'est dit non, on va respecter vraiment la règle. Il a écrit 4 chapitres, c'est vraiment un coin de table, c'est écrit vachement vite, c'est pas toujours très très littéraire, ni très très borisian, mais c'est très Vernon Sullivan, on va continuer. Et ça, c'est une expérience intéressante, parce qu'on a des rails, justement, sur lesquels on part, dont on ne doit pas sortir. Parce que sinon, c'est tricher avec le projet. Et on a fini un Boris Vian, donc on a fini un Vernon Sullivan à 4, en se parlant en même temps, en écrivant à plusieurs. Et ça, c'était une expérience assez enthousiasmante d'avoir un auteur qu'on aime, dont on nous donne des débuts de chapitres, enfin des 4 premiers chapitres, et dont on nous dit allez-y, finissez sur la base de son synopsis, auquel il ne fallait pas toucher, même s'il y avait des incohérences. Donc on a rajouté des choses dans le synopsis pour que ça fonctionne. Et ça, c'était une expérience quand même que je souhaite à tout le monde, parce que c'est comme si on vous donnait un début d'un Maigret, et qu'on vous dise il est mort avant d'avoir fini, quoi. Si on aime Simenon, moi j'adore Simenon, j'adorerais qu'on me dise finir Simenon, le pauvre il est mort.
Je dis, Georges est mort d'abord. Je suis vachement étonné. Et ensuite, je dirais, oui, d'accord, ok, c'est formidable. Et là, il y a un vrai travail de double respect, d'abord du projet, qui était celui de l'auteur, et de son propre travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus sortir de soi. C'est un travail d'être entre les deux. C'est-à-dire, si on vous l'a confié, c'est parce qu'on sait que vous pouvez le faire. Donc il faut quand même que vous soyez un peu dedans. Et il ne faut pas trop y être parce que ce qu'on veut, c'est que l'autre y soit. C'est extrêmement intéressant comme situation. Et c'était peut-être bien que vous soyez 4 à le faire. Super. C'était super. En plus, il y avait Clémentine Mélois pour mettre tous les trucs machistes, parce que nous, on n'osait pas. Et donc elle disait, ah si, il faut allez-y, il faut y aller. C'est vers Monsieur Sullivan, allez-y. Bon alors, ok, on y va. Donc ça donnait des moments un peu, vraiment, qu'on n'aurait jamais osé écrire tout seul. Dans cette période compliquée, où il fallait écrire vraiment des années 50, avec la psychologie des années 2020. Donc c'était bien d'être à plusieurs. Et puis c'était bien d'être à plusieurs aussi pour l'énergie, parce que c'est un peu, pour moi, c'est un peu décourageant. Puis, non, c'était bien. Le temps passe vite et peut-être que vous avez des questions à poser à vos invités. Donc dans les quelques instants qui nous restent, n'hésitez pas à poser des questions. Après ils vont partir, vous ne les retrouverez plus. Oui, je vous en prie. Oui, moi c'est peut-être pas une question, mais c'est juste sur les mots précédents. Dans les témoignages d'écrivains, on entend beaucoup que ce qui est difficile, c'est la solitude. Et puis, se donner des règles, c'est-à-dire quand on écrit, si on n'écrit pas dans un bureau, si on est chez soi, on a toujours tendance à être détourné de la tâche. Bon, maintenant, c'est un peu une problématique qui a surgi avec le télétravail. Et je me demandais, qu'est-ce qui empêche les écrivains d'écrire en groupe ? C'est un peu pour moi, parce que je suis membre d'un groupe, mais rien n'empêche les écrivains d'écrire en groupe. Vraiment. C'est-à-dire, moi j'ai envie parfois j'ai envie d'écrire avec quelqu'un. Il y a des livres qui sont des projets personnels, sur lesquels on ne trouve pas forcément quelqu'un pour travailler avec nous, mais a priori, rien n'empêcherait. Il y a deux types d'écrivains qui écrivent à plusieurs. Il y a Boileau-Narcejac. Alors, donc il y a M. Boileau et M. Narcejac qui travaillent à la fois ensemble et qui l'un repasse sur l'autre, l'autre repasse sur l'un. Donc à chaque fois, il y a une sorte d'unification du style qui fait que c'est vraiment c'est une œuvre composite, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Mais quand à l'Oulipo, nous travaillons ensemble, ça gomme quand même beaucoup les spécificités individuelles. Et ça veut dire faire un deuil d'une certaine singularité. Donc c'est ça, je pense, qui arrête les écrivains. Et c'est pas seulement que ça les arrête, c'est que ça les freine. On travaille moins vite à plusieurs, on travaille tout seul. Et Le Vian, j'aurais écrit Le Vian tout seul, ou Clémentine l'aurait fini tout seul, ou Jacques Jouet. Chacun d'entre nous aurait travaillé plus vite individuellement que quand on a travaillé ensemble. Donc c'est bizarre comme situation, mais moi j'ai la sensation que travailler à plusieurs, c'est plus difficile que travailler seul. Donc c'est peut-être ça aussi qui arrête les écrivains. C'est pas seulement le côté singularité et gros égos, même si on a des énormes égos. C'est pas l'unique raison. Je pense que c'est aussi plus efficace. La solitude est plus efficace. Même si c'est vrai que le vrai danger, c'est d'aller bouffer des petits burlus en regardant par la fenêtre, quoi. Ce qui arrive. Donc il faut surtout ne pas acheter des petits burlus. C'est ça le seul. C'est ne pas acheter des burlus. Oui, moi j'ai aucune envie d'écrire avec d'autres. C'est clair. Non, travailler avec d'autres, par exemple j'ai travaillé avec des photographes, j'ai travaillé avec des dessinateurs, voilà, faire un bouquin avec un autre artiste où on va se compléter, c'est une chose. Écrire vraiment à plusieurs, non. Enfin, a priori, jusqu'à présent, ça ne m'attire pas, ça ne m'intéresse pas.
tu as raison, je pense que ça va beaucoup moins vite, et puis j'ai pas envie de discutailler sur chaque phrase, non. Puis la solitude ne me dérange pas plus que ça dans le travail non plus, donc je ne veux pas dire que je la recherche même, mais peut-être aussi. Non. C'est pas une expérience qui, a priori, m'attire et m'intéresse. Je continue. Il y a une autre chose qui peut être intéressante de travailler à deux, qui justement n'handicape pas la solitude, c'est la correspondance. C'est le travail en correspondance. Chacun fait un chapitre. Ça, c'est très différent encore. C'est-à-dire que même on se stimule en essayant de brouiller ce qu'a fait l'autre, parce qu'on ne lui dit jamais ce que... Voilà. On a fait ça sur plusieurs choses à l'Oulipo, et en particulier on a fait ça sur un livre qui s'appelle Les voyages d'hiver, qui était une succession à partir d'une nouvelle de Pérec de différentes histoires, donc qui est devenue Au Seuil, Les voyages d'hiver et ses suites. Mais j'avais commencé avec un ami un travail, il est décédé, donc ça s'est interrompu un peu de manière abrupte, mais on avait commencé un travail de correspondance qui était... entre lui et moi. Lui, il voulait apprendre la brasse coulée par correspondance et sans piscine. Et moi, j'étais son prof et je lui donnais des conseils. Et comme il était vraiment cinglé, à chaque fois que je lui... Donc c'était vraiment un travail intéressant. C'est un travail à deux où chacun dit des choses absurdes à l'autre. Et ça aurait fini par donner un livre plutôt intéressant où je pense que le lecteur n'aurait pas pour autant appris à brasser de manière coulée, mais c'est un type de travail qui lui devient intéressant, c'est la correspondance, quelque chose comme ça, où on fait un livre à deux en essayant de brouiller la piste. Et pour un polar, ça peut être marrant à faire ça. C'est-à-dire imaginer un polar à deux où chacun fait un chapitre en détruisant tout ce qu'a fait le... de manière à ce que le polar n'avance pas tout en avançant. Vous voyez ? C'est-à-dire que d'un seul coup, ça peut être assez marrant à faire ça. Nous allons en parler à Corinne Tonelli du Festival de Villeneuve-les-Avignon et je vous propose de nous retrouver au même endroit l'année prochaine avec votre correspondance détruite. Merci beaucoup Marcus Matt, merci Hervé Letellier, merci à tous. Quelle belle appréciation.